Chers auditeurs, bonjour, Monique Nakache à l'antenne pour Paris Culture et Spectacle. Dans le devoir de mémoire, aujourd'hui j'ai envie de donner la parole à Fortuné Douek, à qui je dis avant tout Ahla wa sahla. Ahlan wa sahlan. Alors, Fortuné, donc, vous aurez bien compris, chers auditeurs, que nous allons parler d'un pays où on pratiquait une pluralité de langues, le français, l'anglais, l'italien, l'arabe, car Fortuné est née en Égypte. Et elle nous arrive avec un témoignage très touchant d'amour filial, livre à la mémoire de son père, Nono, un juif d'Égypte, paru aux éditions L'Harmattan. Alors Fortuné, en quelques mots, la naissance de ton papa, et un petit peu le replacer parce que tout ce livre qui est magnifique, tu le tiens aussi et surtout de tradition orale, car tu es né en Égypte que tu as quitté à l'âge de 3 ans, et tu as fait un séjour également de 3 ans en Israël. Le chiffre 3 pour toi doit avoir une importance particulièrement symbolique. Alors on remonte l'histoire et on fait vivre Nono. Nono vouloir dire en italien le grand-père. Tout à fait. Alors, nonno, effectivement, veut dire grand-père en italien. La raison, c'est qu'à Alexandrie, à l'époque des années 50, c'était une ville cosmopolite et on empruntait aux différentes cultures des petits noms, des petits mots. Et nonno veut dire grand-père en italien. Et j'ai choisi ce titre parce que ce livre est un héritage d'amour filial à mes enfants qui appelait mon père nonno, donc grand-père. Bon, voilà, donc je l'ai mis à la une de mon livre et je raconte son histoire. Alors Nono, c'est mon père, il est né à Alep. Non, pardon, il est né en Égypte, c'est son papa qui est né à Alep. Et donc, il est issu d'une famille de modestes tailleurs qui s'est installée en Égypte au départ de l'Empire ottoman, enfin fuyant l'Empire ottoman exactement, fuyant surtout le service militaire auquel il devait être appelé dans les années 14, Première Guerre mondiale, et donc attiré par tous les espoirs de travail, pour s'adapter à une société nouvelle qui a été voulue depuis 1869 par Mohamed Ali, qui était le sultan d'Égypte à cette époque, et qui a voulu ouvrir Alexandrie et l'Égypte au monde occidental, aidé en cela par les Anglais et les Français, qui avaient ouvert le canal de Suez, inauguré en 1869, ce qui avait attiré une foule d'étrangers, d'immigrés, à la recherche justement de nouvelles ouvertures, d'opportunités de travail. Et effectivement, ils ont beaucoup œuvré pour le développement et la réussite de cette ville et du pays en général. Voilà, voilà, mon père a participé, il est né en 1919, il est décédé en 2003, donc 2002 pardon, donc à l'âge vénérable de 83 ans. Et donc il a traversé tout le XXe siècle et même le début du XXIe, et il a passé sa vie à raconter et re-raconter aussi bien les traditions d'origine musulmane que juive, que française, parce qu'il allait à l'école de l'Alliance israélite française, qui avait été effectivement inaugurée un peu dans tous les pays arabo-musulmans, surtout en Algérie, d'abord en Algérie et en Égypte. Et donc il a bénéficié sur ces bancs de... Justement, au travers des récits de ton papa, tu nous fais un petit peu visiter Alexandrie, Scandria, et on découvre par exemple le jardin royal, le jardin Montassa. On découvre la synagogue Eliyahu Hanavi où tes parents se sont mariés. Et Exactement. on a l'impression d'être dans une calèche qui nous déambule tout au long des grandes avenues d'Alexandrie. Exactement. Est-ce que ton père en parlait souvent? Est-ce que mon père en parlait souvent?
justement de ces balades qu'il faisait, parce qu'on a une lecture magnifique quand il amène ta maman danser, enfin, à l'insu de ses parents, enfin, la drague moderne de tes parents, qui est magnifique. Voilà, ça c'est sûr, c'est un récit de vie tout à fait personnel, mais tout à fait, comment dire, typique de cette époque et des mœurs, justement, de ces Égyptiens ou ces étrangers d'origine, enfin, qui habitaient chez les Égyptiens et qui en avaient adopté les coutumes. Et à Alexandrie, on sentait justement l'influence britannique, qui était très, très omniprésente, celle des Français aussi. Et effectivement, tous ces clubs, tous ces endroits de loisirs, pâtisseries, etc., haute en couleurs que les Juifs de la bourgeoisie fréquentaient, aussi bien que les autres. Et effectivement, ça c'est mémorable et ce sont des souvenirs que mes parents nous racontaient, dont moi j'ai été imprégnée, que j'ai comment dire mobilisée pour écrire ce livre et comme par enchantement tout m'était revenu à la mort de mon père. J'ai voulu dans l'urgence fixer tous ces bons moments empreints de nostalgie, mais aussi d'un certain lyrisme, la manière dont je l'ai écrit. C'est comme je ressentais les choses, surtout dans une période de deuil où j'avais perdu mon père. Et donc, pendant 9 mois, je me suis mise en devoir de raconter vite, avant d'oublier tout ce qu'il m'avait raconté, ce que je ne voulais absolument pas, parce que je voulais graver dans la pierre, un peu comme les pharaons ont gravé les hiéroglyphes sur les stèles, pour l'éternité, ce récit de vie et ce passage qui ne devait pas rester vain, ce passage sur terre de mon papa. Voilà. Alors, en 56 arrive la période difficile. Alors, Nasser et les Juifs quittent l'Égypte. Voilà, avec une direction différente. Alors, l'âge d'or a duré jusqu'à pratiquement la création de l'État d'Israël. Il y a 3 dates fatidiques dans cette histoire, c'est-à-dire en 48, la création de l'État d'Israël, qui a soulevé les peuples arabo-musulmans contre Israël, bien sûr, mais contre les Juifs aussi, qu'ils hébergeaient depuis des millénaires parfois. Hein. Et donc, malheureusement, les choses ont basculé à partir de 48. Les Égyptiens, enfin je parle de l'Égypte, ne regardaient plus les Juifs de la même façon, parce que dans leur esprit, c'était des ennemis potentiels, parce qu'ils savaient très très bien donc, que dans notre cœur, l'an prochain à Jérusalem, ils connaissaient très bien nos coutumes, on espérait toujours justement cette création prophétique de l'État d'Israël. Donc quand ça a eu lieu, à la fois les Égyptiens donc, se sont méfiés de nous, ne nous ont plus regardés de la même façon, amicale, et en même temps, j'avoue que dans le milieu juif lui-même, il y a eu une certaine crainte justement, et curieusement, il y a eu très peu de sionistes parmi les Juifs d'Égypte. Un peu comme au début quand Herzl parlait de créer l'État d'Israël, beaucoup de rabbins étaient hostiles à la création de l'État d'Israël. Donc c'est un petit peu ce qu'on a ressenti, et surtout que dans la petite histoire, donc celle de mon père, qui rejoint la grande, quand mon père a rencontré ma mère, la première question que mon grand-père lui a posée, c'est « Est-ce que tu as l'intention d'habiter en Israël, d'aller en Israël un jour ?» Il a dit « Non, non, pas du tout. » En fait, l'histoire les a rattrapés. Donc la deuxième date importante, c'est en 52, quand les officiers libres avec Naguib et Nasser ont pris le pouvoir, ont nationalisé le canal de Suez. Non, alors en 52, c'était d'abord le départ du roi Farouk, donc abolition de la royauté et donc prise de pouvoir nationaliste du pays. Et ce n'est qu'en 56, donc troisième date importante, que à la suite de la guerre franco-anglaise et israélienne, puisque les trois se sont coalisés pour attaquer l'Égypte, dans la mesure où Nasser avait décidé de nationaliser le canal de Suez, qui était évidemment une manne financière aux mains des Anglais et des Français, et donc pour avoir de l'argent pour nourrir son peuple, parce que c'est un peuple qui comptait à l'époque 18 millions d'habitants et qui double tous les 20 ans sa population. Aujourd'hui, nous en sommes à 100 millions d'habitants. Donc c'est un peuple qu'il faut nourrir, relativement pauvre et avec peu de moyens. Donc pour construire le barrage d'Assouan, à l'époque, Nasser avait besoin de beaucoup d'argent. Il s'est adressé aux Américains qui lui ont refusé ce financement. Et il s'est adressé aux Russes, ce qui fait que
Et donc, il a été aidé par les Russes, et ce qui fait que quand la guerre est arrivée, donc en 56, ce sont les grandes puissances justement qui ont arrêté cette guerre et qui ont dit aux Français, Anglais et aux Israéliens de se retirer. Donc, pour lui, c'était une petite victoire nationaliste qui lui a donné beaucoup d'importance, de pouvoir. Et à la suite de ça, il s'est autorisé à expulser de son pays tous les étrangers, et en particulier les Anglais et les Français, d'accord, qui avaient causé la guerre, et les Juifs, parce que beaucoup étaient Anglais et Français, mais beaucoup aussi étaient apatrides. Il y avait pratiquement 40% des Juifs qui étaient apatrides parce qu'ils venaient des pays ottomans en général, et que les nationalités n'ont été créées vraiment qu'à la chute de l'Empire ottoman, et bien tard, c'était en 1929, quand les nationalités ont été accordées, distribuées aux étrangers issus de l'Empire ottoman. Les Juifs ont eu quand même un statut particulier. On leur a dit vous ne serez égyptiens que si vous êtes là depuis plus de 100 ans. Donc les nouveaux immigrés finalement n'étaient pas du tout concernés, sauf les millets, c'est-à-dire les communautés, ceux qui étaient à la tête des communautés juives, chrétiennes, etc. Ceux-là avaient un régime de faveur. Mais donc c'était rare, ça ne concernait pas la majorité de la population juive. Donc là, Fortuné, donc ta famille décide de partir, d'émigrer dans le pays voisin, donc en Israël. Alors, avant cela, justement, il fallait trouver un pays d'accueil puisqu'on était expulsés, et Dieu sait qu'on a été expulsés, bon, pour les Français et les Anglais en 48 heures, ou bien nous en une semaine. C'est-à-dire que on nous a demandé, on nous a donné l'injonction de quitter le pays avec 75 livres, je crois, en poche, enfin très peu de choses, séquestrer nos biens, donc qu'on nous a obligés à léguer au gouvernement égyptien de notre propre volonté. Donc on était menacés sinon, hein, corps et biens. Donc nous avons évidemment sauvé nos vies et décidé de partir. Pourquoi en France? Parce que ma mère, par son père, avait la nationalité française depuis le décret Crémieux, qui avait donné la nationalité française déjà aux Juifs d'Algérie. Et mon grand-père était inscrit sur les registres des Juifs d'Algérie. Donc il était déjà lui-même français, ma mère aussi, et à ce titre, les enfants étaient français aussi. Mon père étant apatride, il avait le loisir de rester en Égypte et de prendre la nationalité égyptienne. Évidemment, il ne l'a pas fait, il a suivi sa femme et ses enfants. Donc tout ce petit monde s'est retrouvé sur le bateau, le Lydia, en décembre 56, et on a débarqué à Marseille, et de Marseille, on nous a transférés, à l'époque, la France voulait peupler ses territoires, nous avons été transférés à Mende, dans la Lozère, donc au milieu de rien du tout, dans la nature, et donc nous ne pouvions pas nous adapter à ce style de vie. Ma mère a craqué, on devait se lever tôt dans la nuit, donc en Égypte le soleil se lève tôt, donc elle était complètement décalée. Ses parents avaient choisi de monter à Paris, donc eux, ils se sont installés à Paris. Et puis, se laissant convaincre par la propagande de l'agence juive pour peupler Israël, et ma grand-mère paternelle et mon oncle, ma tante étant déjà à Beersheba, ils ont décidé de faire leur alia. Et mon père n'était pas d'accord, parce que pour lui, la France, c'était le pays des droits de l'homme, le pays de la Révolution française, le pays des philosophes. Et dans l'esprit de ces personnes qui étaient issues de l'Empire ottoman, qui avaient fait leur classe sur l'école de l'Alliance française, c'était l'Eldorado, la France. Mais nous nous sommes retrouvés quand même en Israël par la volonté de ma mère, qui a voulu tenter l'expérience. Et cette expérience a été redoutable, parce qu'il y avait un grand décalage entre le mode de vie à l'égyptienne, au bord de la mer, avec Bonn, avec la Dolce Vita qu'elle avait laissée, pour aller finalement dans le Negev, dans le désert, avec une chaleur évidemment insupportable, qui a tapé sur ses nerfs, et les médecins lui ont dit que ce climat ne lui convenait absolument pas, et que si elle avait la possibilité effectivement d'aller en France, ce serait bien. Et c'est ce que nous avons fait en réactivant notre passeport français, que nous avions mis de côté quand nous étions arrivés en Israël, parce que en Israël, on avait l'habitude à l'époque de soustraire les passeports étrangers aux Israéliens nouveaux venus, pour ne pas justement qu'ils quittent le pays. Donc voilà, quand nous avons voulu repartir, donc ma mère a réactivé son passeport français, et nous voilà retournés en France au bout de 3 ans. Alors là, vous arrivez à Villiers-le-Bel. Alors effectivement, à Villiers-le-Bel, c'est une communauté
qui s'est regroupée là parce que à l'époque on construisait beaucoup après-guerre bien sûr, et on a construit, c'est la caisse de consignation, qui est des dépôts de consignation, qui avait construit des immeubles, des maisons pour accueillir les immigrés. Plus tard, ce seraient des immigrés d'Algérie, des rapatriés d'Algérie, etc. Donc à l'époque, on construisait à tour de bras. Et cette petite ville, effectivement, a été attribuée, on va dire, à ces juifs venant d'Égypte en nombre. Et on nous a attribué des logements à cet endroit. Et nous avons reconstitué avec le temps notre communauté autour d'oratoires de fortune. Et ensuite, nous avons fait construire une synagogue et nous nous sommes retrouvés tous les ans à chanter l'hymne national égyptien du roi Farouk. C'était drôle d'ailleurs d'entendre ça, mais ça, je ne l'ai su qu'après. Moi, je croyais que c'était une prière. C'est intéressant de ce livre, c'est que tu as fait, on a l'impression que il y a un puzzle que tu as reconstruit, et avant même de remonter dans ton souvenir personnel, je voudrais te poser une question qui pour moi est essentielle. La petite fille de 3 ans qui a quitté l'Égypte, a-t-elle gardé une image, un souvenir ou un souvenir d'image? Est-ce que tes souvenirs de l'Égypte ne sont que du récit de ta famille, ou est-ce que tu as gardé une image, tu as focalisé sur une image? Alors, c'est très difficile de faire la part des choses entre mes propres souvenirs ou ceux que j'ai recomposés à travers justement les récits de mes parents et que je me suis donc imaginé. Alors, je pense qu'à 3 ans, enfin les psychologues le diront, il y a peut-être des choses qui reviennent, le retour du refoulé, bon, qui ressurgit, mais moi, je suis un peu persuadée quand même que ce sont des souvenirs recomposés et tirés de l'imagination que j'ai fait des récits empreint d'affect en fait que mes parents m'ont rapporté. S'il y avait une seule image qui prouve ce que je dis, c'est que ma mère me racontait que tous les matins elle me prenait donc sur la corniche d'Alexandrie, au bord de la mer, et qu'elle me faisait marcher le long de la corniche, et je tenais absolument à me promener sur le promontoire, c'est-à-dire là où c'est dangereux, puisqu'on bascule dans la mer de l'autre côté, même s'il y avait des rochers. Et je me souviens très bien, tu vois, je me souviens de cette scène. En réalité, je suis persuadée que cette scène a été reconstituée, recomposée, un passé recomposé à ma manière. Et effectivement, je me revois en train de me promener sur cette corniche, avec ma mère me tenant la main, etc., très fermement. Donc je ne tombe pas. Et voilà. Et deuxième souvenir, pareil, je pense recomposé. Elle me disait justement, tu parlais de calèche. Effectivement, le moyen le plus courant pour se promener, c'était la calèche. Et ma mère me racontait que quand mon père aussi, que quand j'étais petite, je tenais absolument à m'asseoir à côté du cocher qui me donnait une petite cravache à côté de lui. Et effectivement, c'était un peu dangereux parce que j'étais quand même petite à côté du cocher, mais je faisais une scène. Alors voilà, je me roulais par terre pour être à cette place. Et figure-toi que des années après, il y a quand même déjà peut-être une dizaine d'années, je suis allée faire la balade sur le Nil avec ma sœur et je me suis retrouvée exactement dans la même situation, dans une calèche, et j'ai tenu absolument, et d'ailleurs je me suis fait prendre en photo par ma sœur, à m'asseoir à côté du cocher et à envoyer cette photo à ma mère. Donc, caractère bien trempé de Fortuné Douek. Alors Fortuné, tout ceci est empreint également d'émotions, parce que les premières années à Villiers-le-Bel n'ont pas été évidentes. Par exemple, les enfants ont été séparés des parents, d'accord? Et c'est l'entrée en maternelle où tu es confronté à un mode de vie tellement différent de ce que tu avais démarré en Israël, où la communication est beaucoup plus directe, où l'on se tutoie, alors que là, il y avait la rigidité, le vouvoiement. Je pense que quelque part, tu en as peut-être un petit peu souffert, parce qu'entre les lignes, tu te dévoiles un petit peu. Eh bien, écoute, tu ne crois pas si bien dire, mais comme mon père, qui était très optimiste et qui nous a préservés de tous les moments douloureux que les Juifs d'Égypte ont pu vivre en Égypte, et ils n'ont voulu retenir que les bons moments, la plupart du temps, dans une sorte de nostalgie heureuse dont parlent les Japonais. On se souvient des bons moments avec
avec joie et tristesse un petit peu. Effectivement, moi personnellement, j'avais 6 ans, à peine 6 ans, parce que on est arrivé en décembre, en janvier, je faisais 6 ans, donc j'avais déjà 6 ans et une scolarité entamée déjà au CP, alors que je ne connaissais pas un mot de français ou quelques mots que mon père nous avait, pour nous préparer justement à cette nouvelle vie, inculqués. Mais j'arrive là, ma langue maternelle c'est l'arabe. Pendant 3 ans, je suis allée à l'école. La première lettre, la première écriture que j'ai connue, c'est l'hébreu, donc Kita Aleph. Et donc, je ne connaissais pas encore le français. Donc, j'arrive là, on me parachute au CP. Tout le monde me regardait comme une bête curieuse. Et je me suis complètement fermée comme une huître. Je n'ai pas parlé pendant toute ma scolarité, pendant donc de janvier à juin. À la fin de la scolarité, la directrice a appelé ma mère et en lui disant on ne peut pas la laisser passer en CE1 parce que votre fille ne sait pas lire. Et ma mère, qui m'avait appris à lire à la maison pendant tout le temps que justement pendant les vacances, pendant tout le temps et sévèrement parce qu'elle était très exigeante et sévère, me dit mais comment ça elle ne sait pas lire? Et donc elle sort le livre de la classe et elle me dit maintenant lis. Et je me mets à lire couramment sous le regard médusé de la directrice qui n'y comprenait rien du tout et qui a compris en fait que c'est le choc émotionnel qui a fait que je suis rentrée dans un mutisme pendant si longtemps. Je ne trouvais pas ma voix VOIX et je ne trouvais pas non plus une voix VOIE pour, pour continuer ma vie. Voilà, j'avais beaucoup de nostalgie par rapport à Israël. On va entamer un nouveau chapitre, c'est que au travers de certains témoignages, j'ai l'impression qu'en Égypte, les Juifs d'Égypte n'étaient pas très pratiquants, d'accord? Ils étaient surtout traditionnalistes, majoritairement. Hein. C'est vrai. Et tout ceci, tes parents, parce qu'il n'y a pas que ton papa, il y a ta maman aussi, puisque la cuisine, c'est la mère, ont été perpétués justement avec beaucoup plus de force, comme dans toutes les communautés qui se regroupent en dehors du pays natal. Et il y a des pages magnifiques sur la cuisine. On a l'impression qu'on est dans la cuisine de ta maman et on est au milieu de Fulham Demes, des sandwichs. On a Dibo, ton papa qui est pas très loin, qui surveille, la femme à la cuisine. Mais il y a cette chaleur, et alors la chaleur lors des fêtes, les retrouvailles, les grands tablés, sans chichi, puisque les tables n'étant pas assez grandes, on retire la porte de l'entrée de la salle à manger et sur des tréteaux, ça agrandit la table. C'est magnifique et c'est quelque chose que j'ai retrouvé dans plusieurs des familles de Villiers-le-Bel et d'ailleurs, pas que les juifs égyptiens, mais d'une manière générale, c'était les grands tablés. Et alors, je suis très touchée parce que j'ai eu un témoignage de ta fille qui perpétue cette tradition culinaire. Et c'est magnifique parce que on a l'impression qu'on est entouré de marchis, de courgettes farcies au riz. J'en rajoute de la mloché. Hein. Alors, pour les Juifs d'Égypte, le Seder de Pessah, parce que comment peut-on dire vous êtes sortis 2 fois? Effectivement, les Juifs d'Égypte ont cette caractéristique, ils sont sortis 2 fois, 2 exodes. Effectivement, après Moïse, puisqu'ils sont un cinquième du peuple hébreu, hein, ils n'étaient pas encore juifs avant le don de la Torah, sont sortis d'Égypte, effectivement, menés par Moïse, guidés par lui. Mais quand ils ont reçu la Torah sur le mont Sinaï, ils sont devenus juifs. Et effectivement, mon père se considérait comme un maillon de toutes les générations de juifs. Il était Cohen, donc descendant d'Aaron à Cohen, et donc lui-même se considérait comme un maillon dans la chaîne de génération et dont il avait le devoir de transmettre de père en fils, etc., puisque mes 2 frères sont Cohen, évidemment, et avec toutes les privilèges et les contraintes du grand Cohen hein, qu'il était. Et il se préparait à toutes les fêtes juives, en particulier celle de Pessah, justement pour réunir tout le monde et nous raconter comme un patriarche cette espèce de conte magique avec les miracles, avec l'ouverture de la mer, etc. Et même adultes, nous l'écoutions avec des yeux d'enfant
Et nous attendions ce moment avec impatience, qu'il préparait lui très très sérieusement, parce qu'il racontait le passé, mais il avait toujours tendance à actualiser ce passé. Par exemple, quand on parlait des Égyptiens qui voulaient nous poursuivre, etc., nos ennemis, eh bien, nous avions des ennemis effectivement actuels. Alors il les citait. Alors bon, nous avons encore pas mal d'ennemis parce il disait toujours que l'antisémitisme c'est comme un virus, c'est comme un herpès. Nous l'attrapons. Enfin, il existe, et puis il sommeille, et puis un jour il se réveille. Et on n'a pas encore trouvé de vaccin contre le virus. On est en train de chercher lamentablement un vaccin. Mon Dieu, comme c'est d'actualité. Mon Dieu, comme c'est d'actualité. C'est ça, c'est ça. Et justement, cette période faste à Villiers-le-Bel, avec des difficultés aussi bien pour les parents que pour les enfants, a été poursuivie par une période encore plus faste, parce que le désir profond de tes parents était d'avoir enfin un pavillon. Et donc, ils arrivent à Pierrefitte. Mais ma question, y avait-il une communauté égyptienne, juive égyptienne à Pierrefitte, ou est-ce qu'ils gardaient un lien permanent avec Villiers-le-Bel? Alors, mes parents ont acheté leur pavillon en 75, comme dit mon père, juste à temps, parce que lui, il se projetait dans l'avenir. Il avait quand même 14 ans de plus que ma maman. Et je pense qu'il voulait lui assurer une certaine tranquillité après son départ. Parce que c'est comme un vieil Indien, quand il sent de loin la mort venir, et il faut protéger ses arrières, et il voulait protéger sa femme surtout, qu'elle ne soit pas dépendante. Et pourtant, elle travaillait, ma mère, hein, je veux dire, elle aurait pu être indépendante, mais il voulait lui assurer un certain confort de vie après lui. Et donc, ils avaient acheté ce pavillon en 75, mais ils avaient toujours gardé le lien avec Villiers-le-Bel, et ils faisaient l'aller-retour pour les fêtes, pour aller à la synagogue de Villiers-le-Bel, retrouver justement. Voilà, ma question est tout à fait orientée. Ma question est orientée parce que je vois très très bien Nono revenir sur ses pas sur Villiers-le-Bel. D'autant que Nono avait aussi une grande discrétion parce qu'il ne voulait jamais déranger. Quand il croisait ses enfants dans la rue, il faisait semblant de ne pas les voir pour justement ne pas les obliger à s'arrêter et à le raccompagner, par exemple, en voiture, puisque Nono refusait de conduire. Voilà, il refusait de conduire. La grande liberté de ta maman, de Nona. Absolument, oui. Dans le couple, ma mère était justement le moteur, on va dire, et mon père derrière assurait l'intendance. C'est lui qui assurait derrière. Il avait un rôle justement discret, parce que mon père c'était, comme je le dis souvent, mon père c'est un griot. C'est quelqu'un qui est dépositaire d'un certain savoir. Qu'il a puisé à toutes les sources de la connaissance toute sa vie, et donc il était je sais plus la question que tu me posais justement. En fait, il était cette grande discrétion. Voilà, cette grande discrétion le caractérisait. Et c'est d'ailleurs pourquoi j'ai voulu écrire sur lui, pour le sortir de l'anonymat, pour justement le mettre en lumière, ce qu'il n'avait jamais osé faire, parce qu'il pensait peut-être que son rôle dans cette vie était secondaire. Or, moi, je trouve qu'il est primordial, parce qu'il nous a imprimé à travers ses midrashim, sa philosophie de vie, beaucoup de philosophie, de savoir-vivre, de savoir-être, ce qui manque beaucoup aujourd'hui, je trouve, aux jeunes. Il y a beaucoup moins d'objectifs, de morale, de choses, de chemin à suivre, et c'est d'ailleurs pourquoi les enfants sont souvent perdus, se perdent un petit peu en route. Mais lui, il gardait le cap. Et donc, c'était quelqu'un qui savait où il allait, où il voulait nous mener. Et nous avons grandi avec sa philosophie. Et donc, c'est un griot parce que il a enseigné toute sa vie sans avoir été à l'université, mais il a puisé à toutes les sources de la connaissance, ce qui fait dire à un Mpateba, le malien ethnologue, un vieux qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Et tout donc, en réponse à la Torah. Tu es bien consciente, la tradition juive précise que de parler d'un défunt le fait survoler, être présent et monter encore d'un étage pour se rapprocher de plus en plus et être à la droite de l'Éternel. Et j'ai envie de terminer cette émission en fredonnant avec toi
عمري ما ننساك يا بابا عمري ما ننساك عمري ما ننساك يا ماما عمري ما ننساك. Merci Fortuné Douek. Merci à toi et à très bientôt. Merci À beaucoup. très bientôt. Quant à moi, chers amis, je vous dis à la semaine prochaine. Monique Nakache pour Paris Culture et Spectacle.